bonjour à tous. La France s'apprête à autoriser l'utilisation de vidéoprotection dopée à l'intelligence artificielle. C'est prévu pour les JO Paris 2024. Ce sujet pourtant de la surveillance algorithmique, de la surveillance automatisée a longtemps été repoussé. Il est désormais sur la table. On en parle, on en débat ce matin avec le député Philippe Latombe de la Commission des lois. Et puis on continuera à débriefer les autres actualités ensemble avec mes commentateurs déjà installés en plateau. On parlera notamment de la nouvelle version de ChatGPT, mais aussi on ira faire un tour du côté du Paris Virtuality Summit. Et on terminera comme d'habitude cette édition avec notre chronique Où va le web. Mais tout de suite, donc on parle des JO 2024 avec l'arrivée de la vidéosurveillance dopée à l'intelligence artificielle. Du monde ce matin avec moi pour débriefer l'actualité. Alain Staron, président d'Artifil. Bonjour Alain. Bonjour. Christophe Holnet, senior advisor chez Seven2. C'est le nouveau nom de Apax. Oui, absolument. Une nouvelle marque pour de nouvelles ambitions de devenir un acteur totalement européen. Et donc ce choix d'un nouveau nom pour Apax. Ok. Julien Pillot également avec nous, économiste, enseignant-chercheur en économie à l'INSEC Groupe Omnes Éducation. Bonjour Julien. Bonjour Delphine. Et puis on va débattre ensemble d'abord de ce sujet de la vidéosurveillance, je vous l'ai dit, avec le député Philippe Latombe. Bonjour. Bonjour. On va parler donc de ce projet de loi relatif aux Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 qui va autoriser, a priori, l'utilisation des images de vidéosurveillance, en particulier avec un traitement des images par intelligence artificielle. Je rappelle que vous êtes député MoDem de la première circonscription de Vendée, également membre de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Ce sujet, je disais en sommaire, c'est un sujet brûlant qu'on a longtemps repoussé. Là, désormais, on est bien obligé de s'en emparer puisque des expérimentations et même des utilisations sont prévues pour Paris 2024. C'est un sujet sur lequel on peut être ni pour ni contre. C'est possible de se positionner dans la mesure ? On peut difficilement être totalement pour ou totalement contre sans mettre un peu de nuance. Il faut quand même qu'on se dise que les Jeux Olympiques, c'est une vitrine très importante pour la France, qu'on n'a pas le droit de rater ce moment particulier et qu'il faut assurer la sécurité maximale possible, la plus importante possible, pour que tout se passe bien. Donc avoir recours aux dernières technologies proposées aujourd'hui en matière de vidéoprotection. C'est même pas les dernières technologies. Je reviens d'Israël, les dernières technologies sont même plusieurs crans au-delà de ce qu'on propose dans le cadre du texte sur les Jeux Olympiques. Là, la couche algorithmique qu'on propose dans l'article 7, qui est l'article qui... c'est toujours les articles 7 qui en ce moment posent des problèmes. Mais l'article 7 propose simplement de pouvoir mettre du traitement algorithmique pour repérer des événements particuliers qui nécessiteraient des interventions des forces de l'ordre. On n'est pas du tout dans de la reconnaissance faciale, dans de la biométrie, dans des choses qui sont déjà à l'œuvre dans des pays, même européens, et pour lequel, là, il peut y avoir un débat éthique, de biais, de contrôle, de ce genre de choses. Mais là, on parle quand même de vidéosurveillance des citoyens dans l'espace public avec un traitement automatisé. Alors, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes déjà dans l'espace public avec des vidéos qui prennent vos images et qui les enregistrent. Oui. Là, c'est simplement que dans les centres de commandement, on ait des traitements algorithmiques qui disent qu'à tel endroit, il y a une foule qui commence à se densifier et que donc il y a potentiellement un risque d'écrasement de personnes contre un mur, contre une balustrade, contre un banc, et qu'il faudrait anticiper en envoyant des forces de l'ordre, donc des humains, et il n'y a aucune décision algorithmique qui est prise dedans. C'est simplement des alertes poussées dans les centres de commandement pour qu'on puisse envoyer des policiers ou des agents rétablir la circulation normale pour éviter ce qui a pu se passer en Corée au moment d'Halloween, ce qui a pu se passer dans d'autres grands événements, et on peut penser à des grands événements religieux, notamment en Arabie Saoudite, où régulièrement il y a de ce type d'accident, et où les algorithmes permettent simplement de commencer à anticiper le plus possible ce qui va se passer. On n'est pas du tout dans de la biométrie, on n'est pas du tout dans la reconnaissance faciale, c'est totalement exclu par le texte, et deux, on n'est pas en capacité de le faire aujourd'hui avec le système de vidéoprotection tel qu'on l'a aujourd'hui. Mais on est peut-être dans un précédent. C'est ce que nous disent les organisations internationales qui se sont fortement mobilisées contre cette utilisation de la vidéosurveillance avec traitement par de l'intelligence artificielle. C'est qu'on crée un précédent en France. On ne crée pas vraiment un précédent parce que c'est aujourd'hui possible. Le RGPD ne nous l'interdit pas.
Ce qui est aujourd'hui interdit, c'est que la CNIL dit « je n'ai pas de texte de loi pour me prononcer ou pas sur les traitements algorithmiques en vidéo ». Là, on ouvre la possibilité de mettre du traitement algorithmique, mais en y mettant des limites très, très, très claires. Pas de biométrie, pas de reconnaissance faciale, un contrôle total par la CNIL et des algorithmes en certification préalable et dans leur utilisation au quotidien. Et c'est une expérimentation qui s'arrêtera après les Jeux Olympiques. Au départ, c'était prévu après pour 2025. C'est ce que j'allais dire. On l'a baissé. Ça, c'est le fait d'amendements récents adoptés en commission des lois. On a baissé la durée de l'expérimentation au 31 décembre 2024. Pourquoi pas directement après les Jeux Olympiques? C'est qu'on a besoin de pouvoir faire le bilan de ce qui s'est passé. Et pour faire le bilan, il faut qu'on puisse avoir les résultats de ce qui s'est passé jusqu'à septembre et qu'ensuite on puisse repasser les images pour voir si on avait raté quelque chose ou si l'algorithme avait raté quelque chose. Et donc là, on a besoin de ce 3 mois pour pouvoir faire les choses. Mais pourquoi est-ce que c'était prévu jusqu'à 2025, justement, au départ ? Parce que la plupart des personnes savent qu'en France, on met un peu de temps à faire des rapports et des évaluations. Et donc, il y avait une sorte de marge de manœuvre. Là, pour bien expliquer que c'est vraiment une expérimentation, on essaie de compresser le temps. Ça va obliger l'ensemble des acteurs à pouvoir se positionner en disant, ben voilà, tel jour à telle heure, tel événement était vu par l'algorithme ou pas. Et donc, on va essayer de regarder pourquoi il avait été vu ou pas vu. Et ça, on a besoin d'avoir quand même un petit peu de temps pour pouvoir faire le retour sur l'expérience. Le fait de l'avoir inscrit aussi dans la loi, ça va permettre de l'utiliser pas uniquement sur Paris 2024, mais sur d'autres grands événements sportifs. Alors, oui et non. On pourra l'utiliser à partir de la promulgation de la loi et jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. Oui, on a besoin de l'utiliser sur, par exemple, la Coupe du Monde de rugby ou sur des grands événements préalables. C'est qu'on a besoin de prendre des images pour entraîner les algorithmes pour qu'ils soient efficaces. Je vous donne un exemple. La cérémonie d'ouverture va se dérouler le long de la Seine. Il serait idiot de se passer du triathlon de Paris qui va avoir lieu cet été sur la Seine, qui va prendre des images exactement au bon endroit avec les mêmes caméras. Et donc, on va pouvoir dire aux algorithmes qu'ils ont déjà appris quelle était la résolution de la caméra, son angle, la lumière à partir de laquelle, dans la journée, ils filment les choses. Et donc, ça permettra de limiter le temps d'apprentissage des algorithmes pour qu'ils puissent détecter les moments où la foule devient compacte, etc. Et donc, plus on va pouvoir compresser ce temps-là, plus on sera efficace. Et on a vraiment besoin d'efficacité parce qu'on est à moins d'un an maintenant, il faut être très clair, on est à moins de 500 jours des Jeux Olympiques. On a besoin que les algorithmes puissent fonctionner et qu'on ait pu vérifier avant qu'il n'y avait pas de biais. C'est aussi pour ça qu'on a besoin de ces entraînements. Est-ce que les débats sont quand même tendus Vous êtes également membre de la CNIL. À la CNIL, tout le monde est d'accord sur ce sujet ? Je ne rentrerai pas dans le détail, le secret de ce qui peut se dire à la CNIL. Vous avez vu que la CNIL a donné un avis, que le Conseil d'État a donné un avis. Au niveau européen, tout le monde n'est pas non plus aligné sur ce sujet. On a des pays qui sont largement plus en avance que nous. Je pense notamment à l'Espagne, qui a lancé plus qu'une expérimentation avec Renfe, qui est l'équivalent de la SNCF, où ils sont vraiment sur des algorithmes qui vont jusqu'à une partie de biométrie. On est au niveau européen dans une réflexion sur ce qu'on appelle l'IA Act, qui est une réglementation européenne qui serait l'équivalent du RGPD pour l'intelligence artificielle. On espérait pouvoir avoir un vote sur l'IA Act. Premier semestre 2023 sera plutôt deuxième semestre 2023, avec une mise en application à partir de 2025 de façon graduelle. A priori, on s'oriente vers ce qu'on pense nous en France, c'est-à-dire un refus de la reconnaissance faciale et d'une partie de la biométrie, sauf pour des questions de sécurité intérieure, de lutte contre le terrorisme, mais des choses très particulières, avec des contrôles très particuliers. Pour le reste, on s'apparenterait vraiment à ce que l'article 7 aujourd'hui prévoit. Et c'est aussi notre objectif, ne pas aller plus loin que ce que l'Union européenne va pouvoir proposer et ne pas être totalement en dessous pour éviter d'avoir aussi des usages qui seraient déployés dans d'autres pays. Et on sait très bien que des usages dans les pays voisins arrivent par capillarité. Et quand on n'a pas préparé les choses, on est un peu débordé. Après, c'est le sujet, vous nous dites qu'il faut placer le curseur au bon endroit pour trouver le bon cadre juridique. Mais enfin, le curseur, est-ce qu'on n'est pas en train de le déplacer petit à petit, toujours quand même dans la même direction ? Oui et non. Aujourd'hui, quand vous avez une ville comme Paris, région parisienne, où vous avez 4500 caméras, et je ne pense même pas aux caméras de la RATP et la SNCF, aucun opérateur n'est en capacité de pouvoir les regarder, d'être efficace avec ce nombre de caméras-là. On a besoin à un moment ou à un autre que les algorithmes permettent de pousser des événements particuliers en disant là, je pense qu'il y a quelque chose à regarder, venez voir, envoyez des forces de l'ordre pour voir s'il y a vraiment quelque chose.
dans d'autres pays, les algorithmes traitent directement les événements et envoient directement les forces de l'ordre ou l'armée ou les services de secours. On est vraiment très en dessous de ce que certains pays font. Et je ne vous parle même pas de la reconnaissance faciale en live, en permanence en streaming, qui, aux États-Unis ou en Israël, dont je reviens, c'est le quotidien. Et alors, il y a une acceptabilité sociale totalement différente parce que les histoires sont différentes. Mais on est très très loin de ces pays. Et je ne vous parle même pas de la Chine avec le contrôle social, où là c'est pire. Bon, et puis, pour aller un peu dans votre sens, c'est vrai que tant qu'on n'expérimente pas, on ne peut pas non plus faire face aux problèmes réels qui seront posés. Une réaction peut-être l'un d'entre vous seulement, parce qu'on va enchaîner avec le reste de l'actu. Il faut y aller. J'entends ce que vous dites sur le côté, on dépasse toujours le curseur dans le même sens, mais le progrès va dans ce sens-là. Je pense... Je peux rajouter, c'est un sujet où en même temps on fonctionne, c'est-à-dire qu'on peut à la fois vraiment avoir des algorithmes au service de la sécurité sans avoir à enfreindre des réglementations sur la vie privée. Et je trouve que de ce point de vue, voilà, il faut y aller. Il faut rester vigilant en tout cas. Et la vraie question, c'est surtout, est-ce qu'on peut se permettre de ne pas y aller ? Lorsqu'on organise des événements aussi massifs que les JO, on se souvient du fiasco du Stade de France pour la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions, la Ligue des champions. Il ne faudrait pas que ça puisse se reproduire. En revanche... Je ne sais pas si ça l'aurait évité, mais bon, c'est un autre débat. C'est pour ça qu'il faut à la fois de la tech, mais aussi de l'humain. De la tech plus de l'humain, c'est ce qui permet d'être beaucoup plus efficace en intervention. Parce que derrière, c'est quand même la décision humaine qui... Ça sera 20 000 personnes qui assureront la sécurité des JO sur un mois en permanence. Ouais. Donc ça veut dire 50 à 60 000 personnes avec les vacations de repos, etc. C'est énorme. Et donc on a besoin de les aider à être efficaces et aller aux bons endroits au bon moment. Il faudra les former aussi. La formation va être un grand enjeu. Pour prendre les bonnes décisions. Merci beaucoup. Philippe Latombe, député, membre de la Commission des lois à l'Assemblée nationale, pour vos éclairages sur ce dispositif qui se prépare. C'est parti pour le reste du débrief de l'actu dans Smart Tech. Les débatteurs aujourd'hui de Smart Tech sur le débrief, Alain Staron, président d'Artifil, Christophe Holnet, senior advisor 7-2 et Julien Pillot, économiste, enseignant-chercheur. Philippe Latombe est resté avec nous, évidemment, député MoDem à la tête de la première circonscription de Vendée. Évidemment, vous pouvez participer au débrief de l'actu, vous êtes le bienvenu. On va commencer par la faillite spectaculaire de SVB, la Silicon Valley Bank qui s'écroule. C'est un choc qu'on n'a pas vu depuis 2008, la crise financière. Christophe, peut-être vous voulez commencer sur ce sujet. Qu'est-ce que ça veut dire, comment c'est arrivé et quelles conséquences ça peut avoir ? Oui, alors très rapidement d'abord, la Silicon Valley Bank, c'est pas une banque anodine, c'est la banque de la tech. Ça finance la moitié des startups californiennes. C'est vraiment la banque standard vers laquelle une start-up se tourne. Et visiblement, elle prêtait très largement d'ailleurs aux startups. Elle prêtait, mais le problème ne vient pas tant de là. Il vient du fait qu'elle a une clientèle qui n'est pas très diversifiée. Et d'un autre côté, elle a eu un apport de cash extrêmement fort qu'elle a placé dans des titres, non pas toxiques, mais des titres de long terme, basé sur un taux d'intérêt qui n'était pas très intéressant à l'époque. Quand les taux sont remontés, ces titres ne valaient pas grand-chose. Au même moment, les startups ont eu besoin de cash et ont voulu retirer de l'argent. Et à ce moment-là, ils ont dû vendre à perte ces titres et ils ont dû déclarer une certaine perte qui a créé une inquiétude et une sorte de bank run qui fait qu'il y a 42 milliards qui ont été voulu être sortis de la banque et aucune banque ne peut résister à ça. Et donc, on a eu affaire à une situation un peu particulière avec une non-diversification, une erreur de gestion en termes de... Il était important pour la banque de pouvoir à tout moment avoir une liquidité pour pouvoir honorer des retraits. Elle n'était pas dans cette position-là. Donc c'est vraiment une faute de management, mais pas sur des actifs toxiques, plutôt une erreur assez majeure d'équilibrage des actifs. Et puis d'un autre côté, un contexte qui fait qu'il y a eu ces volontés de retrait. Mais ce qui est intéressant, ce qui est assez unique dans ça et qui doit vraiment nous interpeller, c'est la rapidité avec laquelle ça s'est passé. Il y a ce matin dans les Échos, il y a une analyste qui parle de swipe crash et non pas de bank run. C'est-à-dire qu'autrefois, les gens se précipitaient dans les agences pour retirer de l'argent. Là, c'est avec en plus une clientèle ultra connectée qui a un swipe à bouger son compte d'une banque vers l'autre et en 24 heures, il a fallu fermer la banque. Donc je pense qu'il y a des vraies questions autour de ça, en plus des questions que ça pose pour le financement de la tech en général, parce que d'autres banques vont prendre le relais. Seront-elles aussi
accommodante avec les startups que l'était la Silicon Valley Bank, quand on sait aujourd'hui, imaginez, vous allez ouvrir... Alors pour l'instant, la tech en question financée par cette banque n'est pas laissée à l'abandon. Hein. On a le Trésor américain qui va venir à leur secours. Il a renfloué, c'est-à-dire qu'il est venu en disant, il a fait une ligne de... Il dit, ce ne sont pas les contribuables qui paieront, mais c'est quand même le déficit budgétaire américain, puisqu'ils vont financer 25 milliards pour donner un matelas qui fait donner du confort. Donc ça, c'est une chose. Mais à terme, il va falloir trouver d'autres établissements. Soit elle sera rachetée, soit les comptes iront ailleurs. Et quand on voit aujourd'hui... Vous pensez qu'il peut y avoir de la casse au sein de la tech en Silicon Valley? Une difficulté pour un certain nombre d'acteurs de la tech à trouver un partenaire bancaire, ne serait-ce que ça. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez ouvrir un compte en banque, vous voyez le chemin de croix que c'est. Demain, vous allez aller chez HSBC et leur dire, bon, j'ai une start-up... j'ai pas vraiment de bilan, je perds de l'argent, je prévois en plus d'en perdre encore plus, mais j'ai un financement, mais j'ai un ARR à vous présenter plutôt qu'un compte de résultat. Je pense que ça va être un peu compliqué, je crois. Hein, mais disons que ça l'était moins en Silicon Valley jusqu'ici. Une réaction sur cette faillite? C'est effectivement, je souscris tout à fait. Enfin, pour les startups, ça va être plus compliqué. C'est très rare d'avoir des établissements bancaires compréhensifs, en tout cas qui connaissent la réalité d'une startup. Donc, Alain, vous avez une start-up, je crois. Oui, absolument. Donc je sais de quoi je parle. Non, ceci étant, ça peut permettre aussi de rectifier certains abus qu'on a pu avoir avec des financements qui sont parfois dispendieux, très éloignés finalement des perspectives, ne serait-ce que réalistes, de réalisation des business models et de leur rentabilité. Donc si ça peut permettre aussi, pardonnez-moi le terme, et de purger aussi quelques mauvais élèves dans l'économie de la tech, pourquoi? Parce que là, c'est quand même pas une bulle qui explose. On n'est pas face à des startups qui ont survendu leur modèle. C'est le levée de fonds démesuré auquel vous faites référence, et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'était de l'argent qui arrivait sur le compte en banque de la SVB, qui l'a placé sur des actifs de long terme, et qui, quand les startups ont voulu les retirer, il fallait qu'elles les vendent, elles vendent ces actifs à perte. C'est plus un défaut de gestion. Ça va certainement, ça peut effectivement assainir le marché, mais pas forcément sur ceux ça qui sont forcément tombé sur les aveugles. Juste en France, on redoute la contamination. Jean-Noël Barrot, notre ministre du Numérique, a dit attention, je suis là, je surveille. Non, la contagion, elle est pas trop, c'est pas trop la crainte. En fait, la vraie crainte, et si on dézoome un peu, c'est que ce qui s'est passé avec la Silicon Valley Bank est en train de se passer avec le Crédit Suisse, est en train de se passer avec un certain nombre d'établissements qui aujourd'hui sont exactement dans la même difficulté. Donc c'est pas lié à l'activité principale de la banque, soit pour prêter la tech, soit pour prêter. C'est simplement que les banques ont dans leur bilan des titres du Trésor qu'ils ont engrangés avec des rendements qui étaient des rendements négatifs pour un certain nombre d'entre eux, voire à peine positifs, et qu'aujourd'hui, quand ils ont besoin de liquidité, ces titres sont dévalorisés, et donc il y a une course ensuite en permanence. Et donc la vraie question, c'est est-ce que les banques centrales sont en capacité de sauver tout le monde, et jusqu'où il faut qu'ils aillent pour rassurer tout le monde et pour sauver un certain nombre d'établissements, et in fine, est-ce que les États ont la possibilité de pouvoir continuer à se financer à des taux d'intérêt de plus en plus élevés. Et donc la vraie question, elle n'est pas simplement sur le cas particulier de la Silicon Valley, même s'il y a ensuite des questions pour la tech, c'est sur l'ensemble du marché financier, et c'est ça la crainte d'hier sur le crédit suisse, et qui a provoqué des mouvements un peu je ne vais pas dire de panique, mais d'inquiétude sur un certain nombre de titres bancaires qui pourtant sont solides. Et parce que, en fait, ils sont gorgés de liquidités, parce que le quantitative easing, parce que le quoi qu'il en coûte, parce que la crise Covid et tout ce qu'on s'est endetté, les États sont endettés. Et en Europe, on avait des États qui étaient déjà fragiles. Et les Allemands ont une vraie difficulté là-dessus, c'est qu'ils ont engrangé dans leur compagnie d'assurance et dans leurs banques, qui étaient déjà un peu fragiles, des titres d'Italie, de Grèce, et que ceux-là sont ceux qui sont les plus dangereux. Bon, effectivement, c'est la conséquence de l'afflux de cash et de cette hausse qui fait qu'ils ont placé à des taux d'intérêt. Enfin, l'afflux de cash, ça, c'est le fait de cette activité quand même dédiée aux startups. Pour la SVB, oui, mais aussi parce qu'il y avait le quoi qu'il en coûte, les taux d'intérêt négatifs, il y avait des afflux de l'argent partout sur 2021 et début 2022. Donc voilà, cette évolution des taux d'intérêt est certainement une raison. Pour la Silicon Valley Bank, il y a un autre sujet qui est la dérégulation qui a été faite. C'est-à-dire qu'en fait, il a été considéré comme banque moyenne et non systémique. Et l'administration Trump a allégé les règles prudentielles. C'est-à-dire qu'il n'avait pas les mêmes règles
en termes de pourcentage d'actifs par rapport aux liquidités, enfin tous ces ratios, ils n'étaient pas soumis aux mêmes contraintes que les grandes banques. Ils en ont largement abusé. Et là, évidemment, ça a été aussi un des éléments qui a précipité le problème. Merci pour ces éclairages très précis. On enchaîne avec notre autre actualité. On va parler de ChatGPT avec GPT-4 qui arrive et aussi plus d'informations sur l'intégration dans Bing, le moteur de recherche de Microsoft, puisqu'on a découvert que finalement, à travers Bing, les utilisateurs découvraient déjà sans le savoir cette nouvelle version GPT-4, donc beaucoup plus puissante, capable aussi d'analyser des images, donc des photos, mais aussi des graphes, des captures d'écran. Avec les problèmes que ça a causé d'ailleurs, parce que sur Bing, on a eu quelques dérapages de l'intelligence artificielle, donc parfois le progrès va un petit peu plus vite que les garde-fous qu'on essaye de mettre en place. ChatGPT, sujet qui vous passionne, Philippe Latombe ? C'est effectivement le début de quelque chose. Le grand public se rend compte de ce que c'est que l'intelligence artificielle par quelque chose d'assez ludique. Se rend compte aussi des limites, parce que quand on l'a testé pendant 10 minutes, on voit bien qu'il y a des biais et des limites assez importantes. Je trouve ça bien parce que du coup, on commence à intégrer ce que c'est que l'intelligence artificielle, en tout cas le machine learning et la capacité d'apprentissage. Ça pose ensuite des questions d'inquiétude sur les métiers de demain, sur son utilisation. Oui, parce qu'en plus, on voit à peu près ce que c'est capable de faire, mais on ne comprend pas forcément très bien comment ça fonctionne et ce que ça fait. Julien ? Non, le sujet de l'intégration dans les moteurs de recherche, c'est assez intéressant parce que ça nous ramène finalement à une bataille concurrentielle qui, ces dernières années, en fait, a consacré l'hégémonie d'un moteur de recherche, en tout cas sur la partie occidentale qui est Google. Et aujourd'hui, finalement, pour pouvoir concurrencer Google sur ce marché-là, il y a deux façons de s'y prendre. Soit on change les usages et on se rend compte, par exemple, que chez la prime jeunesse actuellement, pour les recherches locales, Google n'est plus la porte d'entrée prioritaire, mais c'est plutôt des réseaux sociaux comme TikTok qui permettent de faire ce type de recherche, ce type de référencement. Ou alors, il faut s'attaquer à la disruption technologique et battre finalement Google sur ce terrain-là, c'est-à-dire remplacer cette technologie qui est plutôt la recherche de référencement naturel, la sémantique, par autre chose. Et l'intelligence artificielle peut se poser finalement comme une disruption potentielle. Que Microsoft mise énormément là-dessus pour essayer de faire son retard. C'est très malin. C'est plutôt bien joué sur le plan stratégique. Oui, en plus, ce n'est pas que le moteur de recherche, parce que Bing, clairement, est nulle part. Donc, c'est très bien d'essayer de... Mais intégrer ChatGPT dans la suite Office, c'est majeur. On en a déjà parlé l'autre fois. C'est-à-dire que les documents Word qui servent à chacun d'entre nous à nous exprimer vont devenir le moyen de faire en sorte que Chat s'exprime à notre place. ChatGPT s'exprime à notre place. Et donc là, c'est un changement de paradigme extraordinaire pour les comportements humains. ChatGPT 4, il réussit tous les examens de lycée. Donc ça pose une autre question sur qu'est-ce qu'on enseigne. Puisqu'on ne peut plus évaluer la qualité de l'enseignement, en tout cas comment les enfants ou les ados reçoivent cet enseignement. C'est simple, vous leur faites faire les devoirs sur table en classe. Oui, mais est-ce que ça sert ? Mais voilà, après c'est plutôt comment on se sert. Pourquoi est-ce que comment on se sert de ce nouvel outil ? On a eu ce débat, puis on a eu le débat aussi de la concurrence sur les offres de cloud, parce que c'est pas juste sur la recherche. Pour Microsoft, c'est vraiment un moyen de reprendre des places. Alors ça dit sur le cloud, ça va, ils sont pas en position de faiblesse, mais en tout cas un moyen d'asseoir encore plus sa position dominante. Oui, Microsoft est toujours très habile aussi dans ses capacités de rebond, parce qu'ils étaient nulle part avec Bing, et ils voient une opportunité unique de redéfinir le search, en fait, en changeant le search qu'on appelle le prompt, c'est-à-dire on va passer en fait, vers la façon dont on va être capable de poser une question, et effectivement, c'est pour eux une opportunité d'aller d'aller attaquer la marge, la grosse margine de Google qui est complètement gigantesque sur le search et qui est en danger potentiel. Donc ils ont vraiment vu ça comme une opportunité. Mais Christophe, vous connaissez bien Microsoft, pour l'avoir fréquenté de l'intérieur. Oui. Ça vous a surpris cet investissement dans OpenAI de Microsoft ? Non, j'ai trouvé... ça m'a rappelé un petit peu... c'est pour les vétérans de la tech, mais le moment où Microsoft ignorait l'Internet et où quasiment en une nuit, la société avait basculé en lançant Internet Explorer et finalement en se déclarant complètement favorable à Internet, en saisissant l'opportunité et en se redéfinissant avec ça, de la même façon qu'ils l'ont fait
Et de la même façon qu'ils auront dit de façon incroyable, alors qu'ils étaient vraiment très mal dans les années 2010, avec Azure, finalement, en faisant un standard et avec Office. Et là, j'ai trouvé ça extrêmement intelligent, si je puis dire, de faire ça. Et effectivement, comme le dit Alain... Surtout quand on voit la dimension quand même de la compagnie, de l'entreprise. Ces revirements stratégiques, c'est pas simple à opérer. Oui, mais c'est ça qui fait ces entreprises, parce que toutes ces grandes entreprises, quelles qu'elles soient, Microsoft, Meta, au bout d'un moment, on se sclérose un peu. Donc, est-ce qu'on est capable, et toutes les entreprises, toutes les bureaucraties s'effondrent à un moment donné. Donc, est-ce qu'on est capable à un moment donné de se remettre en cause et de garder cette agilité et cette volonté de pouvoir bouleverser un certain nombre de choses à tout moment. Et c'est ce qui fait que ces entreprises, comme Microsoft, comme Google, elles arrivent à être dans cette réflexion de destruction créatrice, y compris de ce qu'elles font elles-mêmes. Et ce qui est très intéressant, c'est que Microsoft ne l'a pas fait lui-même, il a investi dans OpenAI, alors que Google a voulu le faire lui-même. Or, c'est très compliqué de faire un changement de paradigme de l'intérieur. Vous êtes les rois du search, pourquoi vous allez faire du prompt? Toujours. C'est pour ça qu'ils achètent des startups et qu'ils les incubent et puis ensuite ils voient comment est-ce qu'ils peuvent les utiliser. Attention, Nokia rachète WeThings et finit par le revendre parce qu'ils n'y sont pas arrivés. Mais on avait vu ce mouvement-là aussi dans d'autres industries qui sont par exemple l'industrie des médicaments. Pfizer l'avait fait notamment pour les vaccins ARN. C'est exactement ça. Je ne suis pas en capacité, moi, avec mon agilité et ma structure, à pouvoir le faire. Je me mets avec une startup qui, elle, a cette agilité. Je prends une participation capitale suffisamment importante pour que, à l'arrivée, si ça marche, je puisse prendre le produit et l'entreprise et l'intégrer dans mon système. Et si ça marche pas, j'aurais fait un investissement et je peux éventuellement m'en séparer ou l'abandonner. Et cette structure-là, ce mode de fonctionnement-là, Microsoft le fait très bien. Allez, on continue avec les GAFAM, avec la guerre Amazon, Elon Musk, on va dire, autour des satellites. Donc on a Amazon qui nous assure que son Internet sera bien plus performant que Starlink. Ça, c'est la nouvelle bataille qui se joue pour demain. Julien. Il y a une bataille, effectivement, là encore une fois concurrentielle, pour pouvoir apporter finalement un réseau qui puisse apporter Internet partout où il n'est pas présent, mais peut-être demain aussi venir concurrencer les FAI. C'est ce que je veux dire, parce qu'au départ, on parlait de la bataille satellitaire pour la connectivité de l'ensemble de la planète. Aujourd'hui, on sait que ça peut concurrencer les offres actuelles des opérateurs. Très clairement, très clairement. Par contre, la question, moi, qui m'interroge énormément, c'est plutôt la gestion des débris spatiaux que ça peut éventuellement engendrer. On a déjà aujourd'hui une problématique assez importante qui se pose. Il y a des embouteillages finalement en orbite. Et là, on a quand même deux opérateurs qui ont des moyens assez colossaux. Amazon d'un côté, la Galaxy Elon Musk de l'autre, qui envisagent de balancer encore quelques milliers, quelques dizaines de milliers, même pour ce qui concerne Elon Musk, de satellites supplémentaires pour construire ce réseau-là. Il risque d'y avoir un petit peu embouteillage et je me demande si on n'aurait pas intérêt plutôt de penser une utilisation de ces systèmes-là plutôt que éventuellement un empilement de ressources qui peut poser des problématiques. Ça semble envisageable, Julien, dans ce contexte concurrentiel féroce. Ça veut dire qu'il faut passer par de la régulation aussi, peut-être. Mais c'est même au-delà de ça. C'est qu'il faudra que les États acceptent de laisser une partie de leur pouvoir régalien. Parce que les télécommunications, c'est aussi l'armée, c'est aussi un certain nombre de choses. Et donc, les laisser uniquement à des compagnies privées, même si elles sont interopérées, interfaçables, c'est pas forcément souhaitable. Et je vois pas les Russes et les Chinois l'accepter. Je vois mal les Américains l'accepter totalement. Donc, il y a un problème aussi de ce type-là. Puis ça pose un autre problème, c'est qu'en fait, ces flottes n'ont une capacité que proportionnelle au nombre de satellites déployés. Donc, si tout le monde utilise les mêmes satellites, on va limiter le débit possible. Donc, on est obligé de déployer des dizaines de milliers de satellites. Un autre problème que ça pose, c'est que ces fréquences, elles sont mondiales et elles ne sont pas infinies. Et donc, quand la FCC dit à Elon Musk, avec SpaceX, tu as le droit d'utiliser tout ce spectre, il y a un tollé général parce que c'est autant de spectre de moins pour les Européens, mais on a OneWeb, mais pour les Chinois. Et voilà. Et si Kuiper s'y met avec Amazon, on va avoir une occupation du spectre universel, c'est un bien commun, utilisé à 70% par des Américains. Et là, ça pose un vrai sujet. Il ne faut pas oublier que quand Elon Musk fait une fusée réutilisable, c'est pour envoyer des satellites. Et pourquoi il envoie des satellites? C'est pour contrôler l'accès Internet dans le monde. C'est sûr que c'est un risque, c'est un risque pour les opérateurs télécoms, parce que de voir aujourd'hui, on pourrait être capable à terme, effectivement, notamment avec la miniaturisation des antennes, parce qu'aujourd'hui, l'antenne d'Amazon, elle peut faire 2 kg, 28 cm. Bon, on sait très bien que dans 3 ans, ce sera 500 grammes et puis 10 cm. Donc il y aura
Et il y a une opportunité énorme aussi dans les marchés émergents qui représentent plusieurs milliards d'habitants qui n'ont pas forcément l'accès à Internet. Ça, c'est un marché énorme. Donc, un Amazon, avec Amazon Prime Vidéo, avec tous ces outils. Bon, c'est sûr que on voit aussi le côté tentaculaire des GAFA et qui pensent très large dans leur façon de pouvoir avoir les outils à la fois de contrôle de l'infrastructure et des applications dessus. Ouais, et on se demande là aussi, notre conversation qu'on avait ensemble, mais jusqu'où ça peut aller, hein? Exactement. Bon. Très vite fait, Volkswagen qui défie Tesla à l'instant sur l'automobile. C'est bien, il est temps. Enfin, c'est la modèle 2 qui n'arrive pas. Juste quand même, je vais rappeler ça. Je suis Tesla depuis 2017. À chaque fois, je dis quand est-ce que Tesla va dépasser le grand constructeur qu'on connaît en Europe. Il a dépassé Porsche en 2019, il dépasse Audi l'année prochaine, il va dépasser Mercedes-Benz l'année d'après. Quand je le dis, tout le monde dit c'est pas possible, et puis après on regarde les chiffres, il suffit de prolonger les courbes. Je suis pas très malin, je prolonge les courbes. Donc c'est très bien que Volkswagen se réveille. Là, c'est Diess, le patron de Volkswagen, qui disait on est devant l'instant iPhone de la voiture. Ouais. Je ne suis pas sûr que l'industrie allemande de l'automobile sera encore leader dans 10 ans. Waouh! C'est lui le patron de Volkswagen. Donc il se réveille, c'est parfait. Il bouge vers les batteries, c'est très bien. Dans le puzzle Tesla, il y a la motorisation toute électrique, très bien. Il y a les batteries, très bien. Il y a le réseau, je ne sais pas ce qu'ils font. Et puis il y a l'absence de concessionnaires. Ouais. Et là, dans la série, je change de paradigme et je dis adieu mes concessionnaires. C'est un changement extrêmement compliqué. Il va falloir y aller doucement. Hein. Je ne sais pas comment ils peuvent faire. Je ne sais pas. Une actu que vous vouliez partager, Julien, aussi, aujourd'hui avec nous. Une actu que je voulais partager, oui, qui peut être intéressante, c'est la perte parfois de confiance envers les résultats de recherche référencés par Google. On parle bien des liens sponsorisés. Donc il y a eu un début de polémique qui s'est enclenché sur les réseaux sociaux ces derniers temps, notamment mené par des journalistes qui constatent, qui observent le fait qu'il y a de plus en plus de fake référencement, des sites qui sont ghostés finalement, qui par des groupements un petit peu obscurs et qui essaient de finalement se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas et engranger finalement des transactions au passage. La question, c'est la confiance que l'on porte aux résultats de recherche qui sont apportés par un moteur de recherche. C'est ce qui a construit finalement le succès de Google, sa compétitivité, très clairement. La confiance et à la fois la facilité d'usage et la performance en matière de résultats. Si Google perd cette bataille de la confiance, ça peut dégringoler relativement vite. Ouais, mais j'imagine que c'est pas Google Search, pour eux, c'est un gros sujet. C'est un énorme sujet, parce que c'est 56% quand même des revenus au T4 du groupe Alphabet. Donc c'est leur vache à lait, très clairement. Et aujourd'hui, elle est contestée. On en a parlé à travers ChatGPT tout à l'heure, à travers aussi les jeunes qui s'en détournent pour faire des recherches. Donc là, il y a vraiment péril dans la demeure chez Google. Moment difficile. Merci beaucoup. On arrive déjà à la fin de ce débrief de l'actu tous ensemble. Merci Alain Staron, Artifil, Christophe Aulnet, 7-2, Julien Pillot, enseignant-chercheur en économie, et Philippe Latombe, député. Merci beaucoup. À suivre. Petite pause et ensuite, on va parler du Virtuality Summit Paris. Deuxième partie de Smart Tech. Moi, j'aime bien terminer cette émission avec une petite proposition de visite. Alors, je vous envoie directement au Virtuality Web3 Summit. Ça se passe à Paris et nous avons rendez-vous avec Olivier Godest, fondateur et directeur général de ce salon. Bonjour, de ce sommet même, je devrais dire. Donc, c'est une rencontre autour du Web3, des technologies immersives que vous proposez. Ce salon est ouvert à tout le monde. C'est un salon grand public, consacré à la réalité virtuelle. Je disais à Paris, là vous êtes au carreau du Temple ? Oui, on est au carreau du Temple et je vais vous reprendre un tout petit peu sur, on va dire, le positionnement du salon, qui est un salon B2B, donc qui s'adresse aux professionnels, mais qui a une particularité, c'est qu'il est accessible gratuitement. Donc ça, c'est déjà pas mal. Mais donc on peut tous y aller, c'est ouvert à tout public. Disons que c'est un salon B2B, donc qui s'adresse aux professionnels. Vous ne répondez pas à ma question, mais passons. Donc, événement business, vous nous dites, dédié à ces technologies immersives. Vous y parlez de métaverse en ce moment ? Exactement. On a, on va dire, 3 grands thèmes principaux qui sont donc les technologies blockchain, les technologies métaverse et tout ce qui va toucher à la réalité virtuelle et augmentée. D'accord. En ce moment, ça fait un petit peu moins le buzz depuis qu'on parle surtout d'intelligence artificielle générative avec ChatGPT. Ça a un peu effacé cette hype autour du métaverse et du Web3. Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez ? Il y a un repositionnement de vos exposants sur le salon ?
Disons que notre positionnement B2B a toujours fait en sorte que nos exposants, en tout cas, étaient très axés sur des solutions à destination des entreprises. Et donc, la partie métaverse, c'était vraiment, par exemple, travailler sur des solutions pour, par exemple, accompagner le télétravail, le travail à distance. Et on va dire que la hype générale, grand public et médias généralistes, effectivement, c'est un petit peu essoufflé. Mais il y a toujours un marché qui existe, en tout cas, sur ce secteur-là. Après, quand on parle de métaverse, de Web3, etc., c'est toujours un petit peu aussi compliqué de trouver, on va dire, une définition qui corresponde à l'ensemble de nos publics, parce que chacun, parfois, a une définition un peu différente autour de ces termes-là. Nous, on aime, en gros, préciser que le salon amène une vision sur ce que sera le web de demain à nos visiteurs. Et c'est ça le plus important. Et alors justement, donc il y a une 60aine d'exposants, je crois. Quel est le profil de l'exposant type là, cette année pour l'édition 2023 ? Oui, alors on a des grandes catégories d'exposants, je dirais. On a des entreprises qui sont vraiment dans le secteur blockchain. Par exemple, là, j'ai le stand de Nomadic Labs qui représente la blockchain Tezos. On a Exaion, on a des écoles aussi qui sont sur ces sujets-là, comme Alira ou Blockchain Business School. On a des entreprises qui sont des fournisseurs de casques de réalité virtuelle augmentée, mixte, comme Lenovo ou HTC Vive, par exemple, qui sont là aussi. Beaucoup de sociétés de conseil aussi pour accompagner les entreprises sur ces thématiques. Des entreprises spécialisées dans la production de contenu 3D, parce que les technologies autour des métaverses, c'est bien. Il faut produire du contenu à l'intérieur de ces structures-là. Et donc, il y a pas mal d'acteurs qui sont spécialisés là-dedans. On a des entreprises qui sont aussi expertes dans l'utilisation et l'exploitation des univers métaverses, voilà, avec des cas d'usage très concrets, comme je le disais, par exemple, autour du télétravail, du travail à distance, sur l'accompagnement et la formation en interne pour les entreprises pour bien appréhender ces outils. On a des entreprises qui sont très spécialisées en réalité augmentée aussi, quelques-unes, comme PopMe, Calanque ou Synergies. Et puis, on a pas mal aussi, je trouve, cette année, puisqu'on a 2 villages, un EdTech France et un avec le LabRH, un espace qui s'adresse vraiment, on va dire, à une population très ressources humaines, formation, avec des solutions justement d'accompagnement pour ces typologies de professionnels. Il y a aussi des conférences et des speakers qui sont au programme. Sur les enjeux, les problématiques qui seront adressées en particulier cette année, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Alors sur les conférences, on a un programme très riche, puisqu'en fait on a 2 salles de conférences. On a une salle qu'on appelle la salle workshop qui fait une centaine de places, puis on a un auditorium de 250 places. On a en gros à peu près 55 conférences qui sont organisées pendant les 2 jours de salon. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée aussi pour nos visiteurs qui en général sont obligés de payer pour aller sur ce type d'événements avec des conférences. Et on a des conférences qui sont à la fois, je dirais, assez généralistes et qui permettent d'appréhender déjà ne serait-ce que les bases de ce que c'est le Web3, de comment utiliser les technologies métaverses, par exemple à des fins marketing au sein des entreprises. Et puis on a des conférences un peu plus spécialisées. Là, il y en a 2 qui me viennent à l'esprit. On en a une par exemple sur comment utiliser l'intelligence artificielle générative au service des ressources humaines. Je pense que là, on est sur quelque chose qui va concerner un public très spécifique. On a aussi par exemple des conférences qui sont un peu plus orientées aussi sur la partie prospective, avec notamment une conférence organisée par un cabinet d'architectes qui réfléchit à comment construire des univers métaverses de demain. Est-ce qu'il faut copier finalement les univers réels et les transposer dans du digital, ou est-ce qu'il y a une réflexion plus profonde qui peut être menée ? Voilà, donc c'est un mix de ce type de conférence, mais je pense que chaque professionnel peut vraiment y trouver son compte pendant ces 2 jours. Et où on en est sur les NFT ? Parce que là aussi, on a l'impression que le soufflet est un peu retombé. Je crois que vous lancez une collection de NFT justement pour cet événement. Alors nous, c'est un clin d'œil. Clairement, c'est un petit outil marketing clin d'œil. On a un partenaire sur place qui s'appelle Omity, donc qui est spécialisé sur les sujets métaverses et qui a mis une offre en place justement sur la création de goodies qui ne sont plus le stylo qu'on va donner sur son stand ou je sais pas, le petit porte-clés, mais plutôt sur une collection NFT. On a travaillé avec eux à la réalisation donc de personnages qui sont une représentation un petit peu de l'univers Web3 en général. Ce qu'on voulait, c'est que les gens puissent avoir ces NFT à disposition gratuitement, qu'ils aient envie potentiellement de les utiliser comme un profil avatar sur leur compte Instagram, sur leur compte Twitter, puisque maintenant on peut connecter son portefeuille numérique à ce type de plateforme. Et donc, c'est 1000 exemplaires. Ce sont à chaque fois des avatars uniques et qui sont donc une représentation de cet univers Web3. C'est simplement un petit cadeau qu'on fait à nos visiteurs. Mais c'est aussi quelque chose qui peut être travaillé beaucoup plus profondément.
notamment par les marques, sur de la stratégie de fidélisation. En fait, on peut ajouter à ces NFT qui sont certes une image, là en l'occurrence ça pourrait être aussi une vidéo, etc. On peut leur ajouter ce qu'on appelle des utilities, c'est-à-dire que on insère dans le NFT ce qu'on appelle des smart contracts qui vont lier en fait le possesseur du NFT avec une entité, donc qui peut être une entreprise, et donc il peut y avoir des sujets de fidélisation, des sujets d'accès à des soirées spéciales, des sujets de... Olivier Oui. Godès, je suis obligée de vous couper, on arrive à la fin de votre entretien. Mais on a compris, donc c'est un salon où on va pouvoir un peu s'éduquer à vers où va le web. Et ça tombe bien parce qu'on termine toujours notre édition avec notre chronique Où va le web ? Dans cette chronique, on va regarder ce qui se passe du côté de Séoul. C'est Eva qui nous avait déjà raconté cette histoire. Je propose une rediffusion à propos de l'administration là-bas qui teste le métavers. La capitale sud-coréenne, Séoul, lance son métavers. C'est la première grande ville au monde à le faire. Son nom, Métaverse Séoul, et son ambition, offrir un service public d'un tout nouveau genre. Les habitants pourront d'ici peu y effectuer toutes leurs démarches administratives. Oui, là-bas aussi, refaire ses papiers s'apparente parfois à un parcours du combattant. C'est pour ça que la première phase du métavers, c'est de créer un lieu de communication entre les agents municipaux et les administrés, les deux sous forme d'avatar, évidemment. Les habitants pourront refaire leurs papiers, déposer certaines plaintes ou poser tout simplement toutes leurs questions sur leur déclaration d'impôt. Deuxième étape, faire de ce métavers un univers inclusif, le rendre accessible aux personnes âgées. La municipalité veut aussi développer des services pour les plus vulnérables socialement, comme se servir de la réalité virtuelle, par exemple, pour les personnes en situation de handicap. À terme, ce sont tous les domaines de son administration que la ville veut rendre compatibles avec le métavers, la culture, le tourisme, l'éducation et les services civiques. Les principaux festivals de Séoul se dérouleront également dans le métavers. Les touristes pourront même visiter les principales attractions de la ville. La première phase de Métaverse Séoul aurait coûté environ 1,6 million de dollars à la capitale sud-coréenne, mais rien n'est trop cher lorsqu'on veut faire de Séoul une ville émotionnelle du futur, comme l'a affirmé le maire. Merci à tous de nous suivre, c'était Smart Tech, je vous souhaite une excellente journée.